Éric Maillot, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes procureur de la République, donc tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Merci infiniment, monsieur le procureur, donc d'avoir accepté l'invitation sur Actu. C'est un honneur de vous recevoir. Merci. Voilà, donc l'activité du parquet est en général assez bien connue dans les fonctions traditionnelles. On connaît bien votre fonction, procureur de la République, au même titre que le préfet ou le maire. Ceci étant dit, on ne connaît pas toujours toute l'activité et notamment ce qui touche les alternatives aux poursuites. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Bien volontiers, je crois que vous avez effectivement tout à fait raison. Autant on identifie à peu près ce que peut faire le procureur de la République lorsqu'il renvoie un prévenu de telle ou telle infraction devant un tribunal ou éventuellement devant une cour d'assises pour les crimes. Ça, c'est une phase à peu près bien identifiée. La chose dont on se rend peut-être moins compte, c'est qu'effectivement, on n'a pas les moyens humains de renvoyer tous les auteurs d'infractions devant une juridiction pénale, tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d'assises, et que, en ce qui concerne les délits ou les contraventions, il a fallu trouver d'autres modes de réponse pénale, et c'est ainsi que sont nées les réponses que l'on a ensuite appelées les alternatives aux poursuites, puisqu'elles prenaient la place de poursuites devant le tribunal, et que l'on consacre en général aux comportements les moins graves qui ne nécessitent pas nécessairement une réponse publique, éventuellement ressentie comme infamante, mais au contraire essayer au fond de résoudre une difficulté. Et l'exemple peut-être le plus parlant, c'est celui de la remise aux normes, par exemple. Oui. Autrement dit, lorsqu'on n'était pas dans les clous, si vous me passez l'expression, concrètement, on se met à respecter la loi, on procède aux réparations nécessaires, on se met aux normes pour un certain nombre en matière d'urbanisme, par exemple, et à partir du moment où on a fait l'effort de se mettre aux normes, dès lors qu'il n'y avait pas de volonté avérée de violer la loi, mais une simple ignorance ou méconnaissance, il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup plus. Et donc la remise aux normes, la réparation du préjudice subi constituent deux alternatives extrêmement importantes, numériquement parlant. Oui. Et alors, dans ce paquet, donc alternative aux poursuites, on trouve donc la médiation pénale. Et Tout à fait. alors, comment on peut la présenter, la définir? L'idée, là encore, c'est qu'au-delà d'une infraction que l'on a pu commettre, il peut être parfois totalement indispensable, d'une part, de mettre un terme à cette infraction, ça c'est une chose, mais aussi de préserver l'avenir. Et souvent, pour préserver l'avenir ou l'envisager, parce que bien souvent, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'infractions sont commises entre deux personnes susceptibles de conserver des liens. Bien sûr. Que ce soit des liens de voisinage, que ce soit une entreprise, un client, que ce soit la cellule familiale au sens large, qui est le lieu à la fois de beaucoup de médiation et de beaucoup de conflits, et que, indépendamment du fait que tel comportement peut effectivement constituer une infraction pénale, pas nécessairement extrêmement grave, et qu'il peut être utile de mettre les deux personnes concernées autour d'une table pour à la fois rappeler ce qu'est la loi, mais aussi mettre un terme à l'infraction, il est parfois surtout indispensable d'envisager l'avenir parce que les relations vont persister. Et c'est là que la médiation pénale peut avoir effectivement toute son importance. Alors, on reste quand même sur un type de litige, enfin de délit chez vous, mineur. Où est-ce qu'on peut l'envisager de manière assez large, la médiation pénale? En pratique, on l'envisage surtout effectivement pour des infractions mineures dans l'échelle des infractions. Oui. Pour les personnes qui y sont confrontées, ce n'est jamais mineur. Et je pense à la cellule familiale notamment, les conflits familiaux de non-paiement de pension alimentaire, de non-représentation d'enfants, les week-ends pendant les vacances, sont toujours des conflits vécus extrêmement durement, extrêmement violemment et n'ont rien d'anodin. Dans l'échelle des infractions commises, j'allais dire à l'échelle du pays, ce sont des infractions de moindre gravité et où il est vraiment essentiel, me semble-t-il, d'essayer de préserver l'avenir, de prendre un temps, parce que c'est aussi cela la médiation, indépendamment du fait qu'elle constitue une réponse pénale, c'est aussi déléguer à quelqu'un, le médiateur, qui théoriquement a du temps, peut y consacrer du temps, une phase de dialogue, d'échange, au-delà du simple rappel de ce que peut être la loi. Et ça, c'est important parce qu'on le voit bien, la plupart des justiciables, que ce soit en matière pénale ou en matière civile, sont souvent déçus du peu de temps que le magistrat leur consacre. Le magistrat a un devoir d'efficacité, il est là pour dire soit vous avez violé la loi dont je vous sanctionne et vous avez par votre comportement occasionné un préjudice, j'en fixe le quantum, ça prend pas beaucoup de temps.
Ça interdit le dialogue et l'échange. Ouais. Et bien souvent, pour apaiser le conflit, il faut aussi une phase de dialogue et d'échange que le magistrat n'a pas le temps de consacrer aux gens, alors que le médiateur, lui, peut trouver ce temps-là, peut trouver un temps d'écoute qui permet aussi l'expression d'une première phase de colère, d'agacement, d'irritation, de vengeance, de tout ce qu'on veut. Et une fois que chacun a, pardon encore pour le terme, vidé son sac, on peut passer aux choses sérieuses et commencer à évoquer la situation, en quoi elle contrevient à la loi, et puis pour l'avenir, comment on peut faire pour réparer le préjudice d'un côté et essayer d'aménager l'avenir pour éviter que la situation ne se représente ensuite. Bien sûr. Donc on voit bien l'intérêt au niveau des partis, mais il y a aussi finalement un intérêt au niveau sociétal. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. L'idée, mais c'est d'ailleurs normalement de toute réponse pénale, c'est certes de sanctionner l'infraction, de réparer le préjudice subi, et aussi de ramener la paix au sein des rapports sociaux. C'est aussi au fond le rôle du droit en général et du droit pénal en particulier, c'est de faire en sorte que chacun puisse vivre avec chacun dans des relations apaisées. Mais bien souvent, si on y ajoute le dialogue et la compréhension, ça va beaucoup mieux, à condition évidemment que chacune des parties souhaite. Et c'est pour ça que l'une des conditions, et vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi, une des conditions légales que je critique d'ailleurs bien volontiers, c'est la nécessité, théoriquement, légalement, de l'accord de la victime qui doit accepter le principe de médiation avant d'enclencher une médiation. J'avoue que je me passe assez volontiers dans ma pratique professionnelle de cet accord. J'ai tendance à penser qu'au fond, on a du mal à accepter, sauf à avoir déjà une capacité à faire preuve de recul par rapport à la situation subie, et que quand on est dans le traumatisme, dans la souffrance de la relation, notamment en matière familiale, venir demander à la personne qui vient de subir un préjudice parce que quelqu'un a violé la loi, lui demander en plus d'accepter de s'asseoir autour d'une table avec celui qui lui a occasionné un préjudice, la réponse non est la plus facile à donner. Je ne veux pas, je veux qu'on le sanctionne ou qu'on la sanctionne, qu'elle paye, qu'il paye. C'est tellement logique, c'est tellement humain. Et que pour pouvoir accepter sereinement une médiation, encore faut-il en gros avoir commencé à la mettre en œuvre. Et se dire au fond pourquoi, à quoi ça sert. Et j'insiste toujours sur cet aspect familial, ce qui me paraît essentiel, notamment en ce qui concerne les enfants, tous les litiges qui tournent autour des enfants, notamment le non-paiement des pensions alimentaires ou la non-représentation d'enfants. L'important, certes, c'est de mettre un terme à l'infraction, mais l'enfant, lui, il ne va pas cesser de grandir, il a toujours des besoins alimentaires ou humains, d'avoir des liens avec les deux, et ce n'est qu'en arrivant à faire dialoguer le père et la mère qu'on peut peut-être arriver à un moment donné, non pas à faire en sorte que les deux parents s'entendent, ils continueront à se détester, mais qu'ils arriveront peut-être à se dire, bon, au moins, sauvons les apparences, pour lui, pour elle, l'enfant. Et essayons d'avancer, donc oui, il a besoin de manger, donc il faut bien que je paye une pension, et il a envie de la voir ou de le voir, et il faut bien que je lui aménage des week-ends pour qu'il le fasse. Et comment le faire? Et ça suppose du temps, ça suppose une première phase de colère, puis une phase d'apaisement, puis une phase de compréhension, donc une médiation un peu de longue haleine. Alors, il y a toujours évidemment une interrogation forte, monsieur le procureur, vous le savez, sur les droits des victimes. On attend toujours, dans un contexte de victimes, d'agresseurs, cette présence forte, rassurante du procureur de la République qui effectivement sécurise. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette question-là, au moins pour expliquer et rassurer ceux qui nous écoutent? Un mot sur les droits des victimes. Est-ce que vous êtes par exemple dessaisi? Est-ce que quand le procureur oriente en médiation pénale, il s'efface complètement? Est-ce que vous êtes toujours présent? Est-ce que l'avocat peut effectivement être aux côtés des victimes, ne serait-ce qu'évidemment dans cette mission de conseil qui est sécurisante? Bien sûr. Alors, quel est votre sentiment là-dessus? Non, je crois qu'il est effectivement pour vos auditeurs important de rappeler que la victime est au cœur du processus de médiation, et que même si la médiation peut être parfois une forme d'abandon d'une partie de ses droits, ou en tout cas une forme d'efficacité dans la réponse, elle suppose le respect de la parole donnée, puisque lorsque les choses fonctionnent bien, on aboutit à un accord signé par les deux parties, et en cas de violation de cet accord, la victime peut en obtenir une exécution forcée. Si l'auteur s'était engagé par exemple pour mettre un terme à la violation de la loi d'une part et au préjudice d'autre part, à verser une somme selon diverses modalités par exemple,
la victime peut, avec l'accord de médiation, saisir un autre magistrat, juge d'instance ou grande instance selon l'enjeu économique, pour obtenir une exécution forcée de cette décision, sous réserve toutefois que l'auteur ait de l'argent sur son compte. Enfin, à un moment donné, on peut toujours se heurter à une forme d'organisation d'insolvabilité ou de mauvaise foi, mais ça c'est la nature humaine, et là on peut avoir d'autres moyens pour aboutir. Donc non, les droits de la victime sont totalement préservés. L'intérêt majeur de la médiation, pour moi, c'est effectivement de préserver les droits de la victime, de les garantir avec peut-être une phase de dialogue et de meilleure approche des origines du conflit, et de pouvoir essayer d'apaiser tout ça dans la durée, mais la victime est parfaitement, ses droits sont parfaitement préservés, il n'y a strictement aucune difficulté. Vous êtes toujours présent sur le dossier. On est toujours présent, on ne l'abandonne pas, et d'ailleurs on ne classe, pour focaliser sur les procédures pénales, on ne classe la procédure pénale que lorsque la médiation est parvenue à un total succès. Tant que la médiation et ses effets librement consentis ne sont pas parvenus à leur terme, la procédure est en cours en quelque sorte et on attend de voir. Et le médiateur est chargé bien évidemment, en règle générale, de vérifier que l'accord de médiation est respecté et nous signale s'il ne l'est pas. Et donc à ce moment-là, on peut intervenir, que ce médiateur, on n'en a pas parlé, mais soit une personne physique ou une association qui intervient pour des coûts en plus relativement modestes, on peut même dire excessivement modestes à mon sens, puisqu'on est, j'allais dire, entre zéro, n'exagérons rien, mais pour faire court, entre 50 et 350 € selon la durée de la médiation, selon qu'on s'adresse à une personne privée ou une association, et c'est un coût, me semble-t-il, extrêmement modeste pour la collectivité et ô combien utile en termes d'efficacité. C'est quelque chose qu'on devrait développer davantage. Et en même temps qui suppose d'ailleurs une habilitation, parce que ça reste... En plus, bien évidemment, on ne peut pas s'improviser médiateur, il faut effectivement être sélectionné, labellisé en quelque sorte, et on demande une formation, on demande des compétences, on demande... c'est au fond presque un métier, même si la pratique actuelle fait que peu, vous en êtes un exemple, mais il y en a au fond peu à l'échelle du pays de médiateurs professionnels. C'est un métier, ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas. Bien sûr. Donc des victimes qui sont rassurées, puisque toujours votre présence, et en même temps donc des avocats qui resteront dans l'ombre certes, mais bien toujours présents pour garantir ces droits. Qui peuvent effectivement intervenir. Alors je sais, je comprends qu'on puisse se poser la question de la présence de l'avocat, et loin de moi l'idée de vouloir écarter l'avocat de la médiation, mais en tout cas je crois pour que la présence de l'avocat soit utile aux côtés de son client, ça suppose une capacité à raisonner autrement qu'en avocat. De même que le médiateur, s'il est par exemple non pas véritablement un médiateur professionnel, mais parce qu'on utilise aussi ces personnes-là, un délégué du procureur auquel on va confier, qui sont en général des retraités, soit travailleurs sociaux retraités, soit de la policier ou gendarmes retraités, auxquels on va demander souvent de faire du rappel à la loi, donc d'agir un peu à mi-chemin entre le gendarme, le policier ou le magistrat du parquet, parce qu'on leur demande d'être des médiateurs, il faut qu'ils arrivent à agir un peu différemment. On n'est pas dans la stricte engueulade, pour dire les choses trivialement, ou dans la stricte réparation du préjudice en fonction des droits au millimètre près de la victime. Là, on est déjà dans une forme de procès. Donc il faut arriver, l'avocat peut être utile si la question est complexe, mais je pense qu'il faut arriver à se dire, je ne suis pas devant un juge. Je suis là pour essayer de trouver une solution de compromis qui préserve l'avenir. Et une solution de compromis, comme son nom l'indique, ça suppose effectivement que parfois on puisse abandonner une partie de ses droits. Mais si on commence par faire à son client un cours de droit sur ce qu'il est censé pouvoir obtenir, on risque fort en fait d'empêcher la conciliation, parce que le client risque de se dire mais si je peux obtenir ça, pourquoi diable est-ce que je me mettrais d'accord à un peu moins? Je pense que pour une médiation, il faut à la fois un médiateur dont l'état d'esprit n'est pas celui d'un juge, et à la fois des gens qui sont, donc la victime et l'auteur des faits, après une phase, parce qu'elle me paraît indispensable, où on vide son sac, de pouvoir se dire au fond comment, certes, réparer mon préjudice, mais tel que je le conçois moi, et pas nécessairement tel que la loi le conçoit, et comment ensuite aller de l'avant et préserver l'avenir, soit de la relation de voisinage, soit de la relation au profit de l'enfant. Et ça suppose parfois, je dirais, d'avoir plus une vision humaine et de trouver un compromis qui humainement convient aux deux, plutôt que de respecter la loi. Si ce que l'on cherche, c'est le strict respect de la loi, il faut aller au procès et en médiation. Bien sûr. Merci infiniment, monsieur le procureur. Merci beaucoup.